Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. À Goma, une nouvelle manifestation a été dispersée par la police ce jeudi. Des militants des mouvements citoyens et autres groupes de pression exigent le départ des troupes de la force régionale de l'EAC. D'après leurs documents, ils accordent une semaine à la force régionale afin de changer sa manière de travailler sur le terrain ou de quitter le sol congolais. Top Congo FM. Martin Fayoulou, en tournée dans la province du Congo central, l'opposant candidat à la présidentielle de décembre a rendu hommage à Nemwanda Semi et plusieurs candidats présidents de la République, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et même l'UDPS Tshisekedi saluent tous la mémoire du chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, décédé hier. Top Congo FM. Il y a très peu de candidatures féminines sur les listes retenues aux législatives nationales et provinciales. Constat amer fait par la plateforme CAFCO. Cependant, au Kasaï oriental, environ 23% des femmes ont postulé aux législatives nationales et provinciales. Top Congo FM. En Ituri, il y a jusqu'aujourd'hui des élèves qui n'étudient pas. Les activités scolaires sont paralysées dans les territoires de Djougou. Plus d'un mois après la rentrée des classes, les enseignants en grève réclament leurs arriérés de salaire de 3 mois et d'autres avantages. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Encore une manifestation de pression pour exiger le départ des troupes de l'EAC de la RDC. Quelques militants du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression étaient dans la rue ce jeudi à Goma. Les manifestants ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogènes. Toutefois, ils ont pu déposer un mémorandum à la base de l'EAC et dans ce document, les organisateurs de la manifestation accordent une semaine à la force régionale afin de changer sa manière de travailler sur le terrain, à défaut de quitter le sol congolais. Écoutez ce manifestant qui s'est exprimé au micro de Jonathan Kombi. Nous avions manifesté, bien que nous avons été réprimés, dispersés par la police avec des gaz lacrymogènes. Moi et un collègue de la lutte RDC Afrique, Placide Toula, nous avons été arrêtés et relâchés plus tard. Nous avons continué notre marche avec nos collègues qui ont resté dans le rue malgré notre arrestation et nous avons parvenu à déposer notre mémo à l'EAC dans lequel nous avons donné un ultimatum de 1 semaine aux troupes de l'EAC de pouvoir encore une fois s'organiser. Et si nous ne constatons pas les changements par rapport à leur comportement sur le terrain, parmi lesquels le blocage de nos frères Ouazalendou dans les lignes de front, nous allons alors organiser des actions de grandes envergures pour les contrer de quitter sur le sol congolais dans l'urgence et sa condition. Nous remercions également notre police qui, malgré qu'il nous a réprimés au début et arrêtés, à la fin, elle nous a relâchés et nous a même escortés jusqu'à ce que nous déposions notre message au bureau du commandement de l'EAC. Et notez qu'hier, mercredi, les membres du collectif des victimes de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda qui avaient pu atteindre le bureau du gouverneur du Nord Kivu ont été dispersés par la police. Ils exigeaient le départ de la force régionale de l'EAC accusée de complicité avec les rebelles du M23 RDF. Dans la province de Tanganyika, 4 personnes ont été enlevées par des miliciens Maïmaï à Panapale, à Mapanda, un village à plus ou moins 120 km de Kalemi. D'après un membre de la société civile, ces victimes ont été surprises par ces bandits dans leur champ. Et il précise que ces miliciens ont contraint ces habitants de Mapanda à transporter les maniocs et autres produits agricoles jusque dans leur base. Des propos recueillis par Fabien Kambinzi. Sur les 4 machettes, les souliers, le téléphone par 12
Maïmaï, à Panapal, muni de 8 armes. Souvenez dans la brousse. Oui, chaque jour, beaucoup d'insécurité à Sebender. Oui, ils étaient dans leur chat, chacun dans son chat. Ils étaient ramassés un à un jusqu'à dans la brousse pour transporter les maniocs, amener dans leur base. Nous demandons vraiment d'amener la sécurité à Sebender. C'est tout chaque jour d'insécurité. Alors nous demandons au gouvernement, il fait tout pour amener la sécurité sur Axel. C'est pas si difficilement. Dîner du chef de l'État avec les généraux des FARDC environ 48 heures après une causerie morale du chef d'état-major des FARDC avec les militaires. 2 événements intervenus successivement après l'appel à la révolte des généraux, appel lancé par le général déserteur John Numbi qui est en cavale. Comment expliquer la succession de ces événements après la déclaration de John Numbi? Est-ce par crainte des remous au sein des FARDC? Pas du tout, répond Bertin Moubonzi, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il estime plutôt que ça s'inscrit dans l'optique de la consolidation de la loyauté envers l'État en perspective des enjeux géopolitiques de la région. On l'écoute au téléphone de Dieu merci, Loussa Koumono. En termes de succession d'événements, je ne pense pas que l'adresse de John Numbi peut être comptée parmi des événements. Sincèrement, pour nous, ce n'était pas un événement pour lequel on devrait attirer une attention particulière. C'est un fugitif, mais vous pouvez vous rassurer que tout ce qu'il a dit n'a aucun impact sur le système sécuritaire de la République. Et donc tout ce qui se fait aujourd'hui, ça va dans le sens de consolider au fait consolider notre armée et permettre à tous les officiers d'être prêts, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif pour nous, c'est de très rapidement restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République. Notre armée aujourd'hui observe un cessez-le-feu par rapport aux accords que nous avons dans le cadre de cette organisation régionale dans laquelle nous sommes membres. Et il ne faut pas oublier que très bientôt, il y aura une réunion d'évaluation, la dernière d'ailleurs, après laquelle nous serons obligés de lever l'option fatale, celle d'utiliser la force de feu de notre armée. Et donc aujourd'hui, que le chef d'état-major général puisse faire cette causerie morale, c'est tout à fait normal. Ça va dans une logique de consolidation, mais aussi de réarmement moral pour l'armée. Et le commandant suprême, lorsqu'il réunit les officiers militaires, les généraux en l'occurrence, c'est pour leur dire, écoutez, patriotisme, soyons prêts à tout pour la République, et nous devons garantir la paix et la sécurité à notre population. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire qui devrait attirer une attention particulière et lier cela à une quelconque déclaration d'un monsieur dont on ne connaît ni les origines au sein de l'armée ou quoi que ce soit. Le député national Bertin Moubonzi, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui était au téléphone de Dieu merci, Loussa Koumono. C'est peut-être dans quelques heures la publication des listes provisoires des candidats présidents de la République par la CENI, la commission électorale. Les membres de la CENI vont poursuivre ce jeudi donc la délibération des dossiers. Ils sont en plénière depuis hier. Il s'agit des 24 candidats présidents dans l'objectif de déceler des dossiers à problème afin de les écarter. Après cette étape, les candidats invalidés auront la possibilité de contester la décision à la Cour constitutionnelle jusqu'à la publication le 18 novembre de la liste définitive des candidats présidents de la République. Floribert Anzoulouni a lancé la collecte des fonds pour sa campagne électorale. Il a annoncé lors d'un point de presse une mobilisation des fonds qui intervient quelques jours après le dépôt de sa candidature à la présidentielle de décembre, parlant de la polémique autour de la candidature commune. Le candidat de l'alternative citoyenne, candidature portée par la société civile et les mouvements citoyens, cette question doit être faite sur base d'un débat au préalable entre différents challengers, des compétiteurs qui ont, dit-il, la même vision, un projet de société harmonisé et non ceux
à ceux qui sont à la recherche d'un positionnement personnel. On l'écoute au micro d'Isabelle Moengo. D'abord, cette rencontre nous a permis de clarifier un certain nombre d'éléments, clarifier notre démarche, rappeler que notre démarche est une démarche collective, c'est un engagement collectif et non pas un engagement individuel. Et la deuxième partie de notre point de presse consistait justement à lancer une campagne de mobilisation de fonds, une campagne citoyenne et permettre à tout Congolais, où qu'il soit, qui voudrait nous soutenir, qui pense, qui croit en notre vision, en notre projet de société, de pouvoir contribuer. Donc vous pouvez contribuer aujourd'hui avec $1 ou l'équivalent en francs congolais à travers la plateforme en ligne et à travers bien évidemment notre réseau dans tout le pays. Alors la question de la candidature commune, nous l'avons abordée. Nous voulons, nous, qu'il y ait des débats pour que les candidats puissent discuter sur base de leur vision politique et de leur projet politique. Donc si candidat commun il doit y avoir, cette candidature commune doit être la candidature commune de personnes ayant une vision, des valeurs qui peuvent aller ensemble, une vision harmonisée et un projet de société harmonisé. C'est sur cette base que toute candidature commune devrait être appliquée et non pas sur des positionnements personnels qui ensuite en réalité rendent cette candidature commune extrêmement faible. Vous avez l'exemple de 2018, vous avez vu que lorsque les intérêts personnels des uns et des autres n'ont plus été garantis, la candidature commune a implosé. Floribert Anzoulouni au micro de Isabelle Moengo. Il y a très peu de candidatures féminines sur les listes retenues aux législatives nationales et provinciales. Constat amer fait par la plateforme CAFCO, cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Les représentants des partis politiques s'étaient retrouvés pour évaluer la participation politique de la femme aux élections prévues à la fin de cette année. C'était au cours d'une matinée politique. Maître Viviane Kitete Okanjo, membre du CAFCO, au micro de Béro Matanda. Nous étions confiantes qu'il y aurait beaucoup de femmes qui vont postuler. Fort malheureusement, malgré l'article 13 de la loi électorale qui a stipulé que les partis politiques ou regroupements politiques qui présenteront 50% des femmes seront exemptés de frais de caution. Malheureusement, notre constat est amer. Nous avons remarqué que les hommes ont préféré payer la caution et ne pas aligner les femmes. Même les femmes qui ont des partis politiques qui ont aligné 50% des femmes, ils ont aligné des personnes vivant avec handicap, comme le veut la loi. Malheureusement, ils n'ont pas été retenus sur les listes de partis acceptés, tout simplement parce qu'ils étaient moins intéressants. Là, nous avons compris que la CENI aussi a né à un problème de caution pour les partis politiques, mais fort malheureusement, c'est la femme qui est en train de perdre. Raison pour laquelle nous sommes dit non, il faut battre le fer quand il est chaud. Nous voyons comment même ces petits nombres-là de femmes qui sont présentées, nouer avec elles des stratégies pour qu'elles puissent remporter et gagner ces élections qui se pointent à l'horizon et ensemble encore conjuguer des efforts pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché malgré l'article 13 de la loi électorale. Et au Kasaï oriental, environ 23% des femmes ont postulé aux législatives nationales et provinciales pour l'organisation dynamique nationale des femmes candidates. Ces chiffres démontrent une croissance d'environ 10% comparativement aux élections de 2018. La DINAFEC, coordination provinciale, lie cette amélioration aux différentes campagnes de sensibilisation menées en province et surtout à la prise de conscience des femmes. Écoutez Nathalie Ndaya, membre de la DINAFEC, au micro de Nicolas Kazadi. Il y a une petite amélioration. Pourquoi une petite? Parce que lorsque nous chiffrons cela par rapport au pourcentage, nous trouvons qu'en 2018, nous étions à 17% de participation de la femme et pour l'année 2023, nous sommes à 23%, ce qui dénote qu'il y a quand même une évolution par rapport aux échéances électorales de 2018. Donc nous voyons que les femmes se sont engagées, bien qu'on ait eu à débarquer beaucoup d'entre elles, mais il y a quand même une augmentation par rapport à la participation de femmes à ces échéances électorales. Il y a eu la sensibilisation, il y a eu aussi la prise de conscience des femmes qui a fait à ce que cette fois-ci, qu'elles puissent beaucoup plus se représenter à ces échéances. Et aussi avec le leadership de notre président qui a donné aussi du tonus à ce que les femmes puissent s'engager en politique afin de pouvoir aussi participer à la gestion de la chose publique. D'ici là, c'est la campagne électorale. Le message que j'adresse à toutes les femmes candidates est de rester unies et courageuses plutôt, parce que c'est la bataille sur terrain qui va déterminer ce que doit être le résultat des élections de 2023.
Et c'est un homme qui prône la présence des femmes au poste de commandement. Enoch Ngila, qui voudrait changer le système politique actuel, ne figurant pas sur la liste provisoire des candidats au président, qui n'est pas encore publiée, liste qui n'est pas encore publiée, donc il n'est pas encore retenu. Il faut dire que Enoch Ngila croit à la Cour constitutionnelle qui devra décanter la situation, donc comme jusque-là, il n'a pas été donc retenu pour être candidat. Le leader du Parti démocratie universelle et inclusive du oui, en sigle, estime qu'à travers ces élections, la RDC devra refondre son système. Des propos recueillis par Rémi Mulingati. La vision est spirituelle, physique et matérielle. La vision d'une nation est en fonction de moyens d'une nation. Le Congo doit avoir une vision juste et on établit une vision en fonction de l'histoire, du présent et de son destin. Donc c'est une vision qui est en rapport au destin du Congo. Le Congo doit être un pays puissant, un pays influent dans l'Afrique, pourquoi pas dans le monde. Ça, c'est la vision que j'ai dans un premier temps. Mon idéologie, c'est d'avoir les femmes au poste de commande. Changer le système politique que nous avons depuis de temps et de temps. Nous devons changer cela. Vous savez, les femmes, ce sont des êtres providentiels. Les femmes, ce sont des êtres qui viendront changer notre pays. Laissez les femmes au poste de commande. Ce sont des êtres qui ont ce côté inné de la protection, de l'organisation et du contrôle. Ce sont des êtres capables d'apporter d'autres approches politique, d'autres approches sociales, économiques, militaires. C'est une idéologie nouvelle, une idéologie puissante, et c'est l'idéologie qui est idéale au Congo. Parce que le Congo a besoin de changement, et voilà une idéologie qui va apporter le changement. Le changement au Congo dépendra de la présence des femmes au poste de commande. Ce changement, c'est la refonte de système. Le Congo doit avoir ses propres systèmes. Nous devons quitter le béquillardage. Nous devons changer nos institutions. Vous savez, nous avons des très mauvaises institutions. Nos institutions d'État sont des institutions à prédominance politique. Voilà, c'était donc Enoch Ngila qui pensait se présenter à l'élection présidentielle. Crise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, initialement prévue pour ce jeudi, la réunion qui devait donc rassembler le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais également les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur et son adjoint, le gouverneur de la ville de Kinshasa. La réunion a été reportée à une date ultérieure selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale. La date exacte de cette rencontre sera communiquée par le vice-premier ministre Peter Kazadi, détaille Rémi Mulingati. Selon le communiqué signé par le député provincial Léon Junior Nembalemba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en dépit du volume substantiel de travail inhérent à cette session de septembre, principalement axé sur les questions budgétaires, les activités de la première institution de la ville de Kinshasa demeurent en suspense. Le bureau de l'Assemblée provinciale fonde son espoir sur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a pris l'engagement de résoudre avec diligence la crise interne au sein de l'organe délibérant dans le but de permettre la reprise des activités. Le député provincial et rapporteur Nembalemba Léon Junior fait savoir que la priorité absolue consiste en la résolution pacifique de la situation actuelle en stricte conformité avec les principes constitutionnels qui guident leur action et reste résolu à ce que cet effort se concrétise dans le plus bref délai. La réunion visant à rassembler le VPM de l'Intérieur en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du gouverneur et du vice-gouverneur en vue de discuter de la crise en cours au sein de la première institution de la ville a été reportée à une date ultérieure. Rémi Mulingati. Martin Fayoulou, en tournée dans la province du Congo central, l'opposant candidat à la présidentielle de décembre, a rendu hommage à Nemwanda Semi et à cause du deuil dans la province, le leader de l'ESID n'a pas voulu prononcer un discours devant ses sympathisants. Plusieurs candidats présidents de la République, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et même le parti UDPS Tshisekedi saluent tous la mémoire du chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, décédé hier. Résumé des réactions avec Dieu merci Lusakumunu. En pleine tournée dans la province du Congo central, Martin Fayoulou salue la mémoire d'un patriote
qui défendait les intérêts du Congo. Un patriote, un monsieur qui savait ce qu'il voulait, qui a défendu les intérêts du Congo et surtout les intérêts de l'Empire Congo. Un monsieur qui connaissait l'histoire de ces pays, connaissait les coutumes de ces pays et qui connaissait l'histoire de l'Afrique. Un monsieur que j'ai côtoyé. Nous avons été avec lui quand nous avons créé la dynamique au début. Il était avec nous. C'est un monsieur pour qui il avait beaucoup de respect. C'est un scientifique. Pour sa part, Adolphe Mozitu appelle les Congolais à saluer la mémoire d'une personne qui a lutté par son authenticité, ses positions idéologiques, par ses efforts consentis pour rebâtir la dignité du Congolais, où qu'il soit dans le monde, et pour son combat consacré à préserver la gloire de la culture authentique du Congolais. Sur son compte X, ex-Twitter, Moïse Katumbi, à peine arrivé à Dar es Salaam, en Tanzanie, déclare, je cite, « De Dar es Salaam où je viens d'atterrir, j'apprends la disparition de l'honorable Nemwanda Nsemi. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et à toute sa communauté. » Il souligne par ailleurs que tout au long de sa vie, l'illustre disparu a défendu avec ardeur la culture et l'identité du peuple Nkongo en exaltant ses traditions, ses valeurs et sa glorieuse histoire. Que son âme repose en paix. À travers un communiqué, le secrétaire général de l'UDPS salue la figure remarquable pour la nation en général et pour le Congo central en particulier. L'UDPS salue également sa contribution pour les renforcements du partenariat entre Bundu Dia Mayala et l'UDPS Tshisekedi. De partout, la mémoire de Nemwanda Nsemi est saluée. Rest in peace Longia Congo, Nemamvwemba Nkosi. Et le gouverneur du Congo central salue également la mémoire de Nemwanda Nsemi dans son message de condoléances. Docteur Guy Bandou s'est dit très consterné par le décès de ce baoba, homme politique dans la province du Congo central. Il ajoute que Nemwanda Nsemi était un défenseur de la cohésion nationale qui a consacré presque toute sa vie à valoriser les cultures Congo. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Je pense bien évidemment à sa famille biologique à qui je présente mes sincères condoléances, ainsi que sa famille politique, l'honorable Mwanda Nsemi était chef religieux et donc également à tous ses adeptes. Je présente mes sincères condoléances. C'est une énorme perte pour la province parce que toute la province est bien évidemment en deuil, mais également tous les Congos qui sont à travers le monde. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Chacune des fois que je l'ai rencontré, ça a toujours été un plaisir parce que c'était un homme d'une immense culture, c'était un érudit. Il avait un grand savoir et une grande sagesse. En privé, je peux dire qu'il avait aussi un grand sens de l'humour. Je peux retirer son sourire un tout petit peu espiègle à chaque fois qu'il faisait une petite blague. Nous sommes tristes, bien évidemment, mais heureux de l'avoir également connu. C'est quelqu'un qui a accompagné le chef de l'État dans la recherche de la cohésion nationale et qui est un des artisans les plus importants de la cohésion provinciale au niveau du Congo central. Il s'est investi avec sa dernière énergie pour obtenir la cohésion provinciale, la paix et le calme que nous avons en ce moment. Depuis que nous avons appris la triste nouvelle de son départ, il nous tarde de rencontrer les membres de famille pour leur présenter nos condoléances de vive voix et voir quelle serait la meilleure manière de pouvoir accompagner dans sa dernière demeure notre digne fils de la province que nous perdons. Le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandou, au téléphone d'Éric Ambago. Réaction également après le décès de Nemwanda Nsemi, Papi Luzolo Ngangu, président national du parti politique Ligue des nationalistes congolais, se dit très consterné. Pour lui, le Né-Congo vient de perdre un soldat d'élite pour la cohésion de la province, mais aussi un grand défenseur de la culture Congo. On l'écoute. C'est avec consternation que j'apprends la nouvelle douloureuse sur les repos de Nemwanda Nsemi, que nous appelons affectueusement Longia Congo, un nationaliste congolais. J'ai eu le privilège d'avoir arraché son faveur en qualité de notable de mon territoire, Luozi, sur les différents projets de développement durable en cours et à venir. Il nous souviendra qu'il a été un grand défenseur des droits des Congolais en général et surtout de Bena Congo en particulier. Nous venons de perdre un grand commando, mieux un soldat d'élite pour la cohésion provinciale. En cette circonstance douloureuse,
Je tiens à témoigner de mon attachement à ces valeurs et mon soutien à l'endroit de sa famille biologique et aux adeptes à qui j'adresse mes condoléances les plus sincères, que son âme repose en paix. Il faut le préciser que durant toute sa vie, l'intérêt collectif et le bien-être de son peuple étaient son leitmotiv. Il a beaucoup milité pour la protection et la défense de la terre. Alors la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de continuer dans cette ligne, afin que les fils du Congo puissent réellement jouir de leur richesse. Papi Luzolo, président national du parti politique LNC. Dans la province du Haut-Uélé, 80 détenus se sont évadés mercredi de la prison centrale d'Issiro, ex-Amisa. Parmi les fugitifs, il y a des condamnés civils et militaires. Ces détenus ont profité d'un moment d'inattention des gardiens lorsque la grille de la prison a été ouverte. Des explications, Alain Panguimo. Au total, 80 détenus se sont évadés mercredi à la prison centrale d'Issiro, ex-Amisa. Parmi eux, un condamné militaire, des civils et des criminels plusieurs fois arrêtés par la justice et transférés à Kisangani, mais libérés quelques temps après par la grâce présidentielle. Le greffier de la prison centrale Gilbert Biliko, qui confirme l'information à Top Congo FM, rapporte que ces détenus ont profité pour maîtriser d'abord les éléments de la police commis à la garde lorsqu'on a ouvert la porte pour vider les matières fécales qui étaient dans la détention. Le surveillant a ouvert la porte pour permettre de vider les matières fécales qui étaient dans la détention. Pour la seconde fois, les criminels qui étaient à l'intérieur ont réussi à maîtriser le surveillant et ils ont récupéré son arme. J'entends des coups de balles. En voulant sortir de mon bureau, ils m'ont bloqué à la porte et ils m'ont demandé de leur remettre leur carte d'électeur ainsi que des téléphones. J'ai refusé. C'est plus de 80 personnes qui ont fui. Ce sont des gardes qui devraient en principe intervenir. Les conditions de détention ne sont pas bonnes à la prison centrale d'Issiro. Contacté le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Ordre public, Gilbert Manekoimane, précise que le gouvernement provincial a déjà mis des dispositifs sécuritaires, mais aussi renforcé la sécurité au niveau de la prison. De son côté, le gouverneur Christophe Bassiani Nanga demande à la population de multiplier la vigilance. Issiro, Alain Panguimo, Top Congo FM. Et donc, les détenus se sont évadés. Ils ont profité donc de l'ouverture de la grille pour l'évacuation des immondices et vidange des toilettes. À Kinshasa, une fondation demande au ministre de la Justice de séparer les prisonniers militaires avec les civils à la prison centrale de Makala. La fondation Bill Clinton pour la paix estime que les deux catégories des prisonniers ne peuvent pas être ensemble. Emmanuel Coquet, le coordonnateur de cette formation, donc de cette association, affirme que la prison centrale de Makala compte plus de 1000 prisonniers militaires, dont 5 généraux. On l'écoute au micro de Myriam Boketchou. Il y a les désordres et voilà le raison dans lequel nous en train de faire le plaidoyer pour que on sépare les militaires et les civils parce que il y a Angenge, il y a Ndoro et celui du Congo central. Donc on peut mélanger celui du Congo central et leur envoyer autres militaires là-bas. C'est-à-dire que quoi, nous avons 5 généraux permis de plus de 2000 militaires. En dehors de ça, il y a mécontentement parce que les militaires à l'époque, ils recevaient les familles. Maintenant, les familles n'entrent pas dans les cellules. Les conditions sanitaires qui est déplorable et tout ça là, il y a le mécontentement. Et si cela a augmenté, les militaires ils peuvent utiliser les civils pour faire l'évasion. Donc voilà le raison dans lequel nous sommes en train de faire les plaidoyers à l'autorité décidaire de prendre les décisions à temps avant que ce soit trop tard. Quelles sont les cellules qui regroupent en son sein les prisonniers militaires et civils au sein de la prison centrale de Makala? Les militaires sont mélangés, mais là, il y a trop de militaires. Nous avons le pavillon D, nous avons le pavillon 8, dont les militaires avec les civils sont mélangés dans le même pavillon, qui fait tout ensemble. Ils lavent ensemble et mangent ensemble. Voilà, c'est ça notre crainte. Des propos recueillis par Myriam Boketchou.
Il n'y a pas conflit tribal dans les territoires d'Ilebo, province du Kasaï, mise au point d'un notable de ce territoire, professeur Adalbert Jules Makoutou de l'Université de Kinshasa, rejette en bloc les allégations évoquant les germes d'un conflit à Ilebo, comme cela se raconte dans certains milieux politiques et dans les réseaux sociaux. Il ne veut surtout pas que des individus s'opposent pour des intérêts politiques des peuples qui vivent ensemble depuis longtemps, et il fustige par ailleurs la victimisation dont font usage certains acteurs politiques en mal de positionnement, selon lui. Professeur Adalbert Jules Makoutou au téléphone de José Ipachi. Ce qu'il faut retenir, surtout en cette période, qu'on ne puisse pas instrumentaliser les gens pour rien. Il n'existe aucun conflit tribal en fait à Ilebo. Les gens qui sont en mal de positionnement cherchent effectivement à s'attirer un certain électorat pour créer de la confusion. Le peuple d'Ilebo, qu'on accuse en fait d'être tribal, en prend la tribu majoritaire qui est le Mouchilele, n'a jamais été tribal depuis les origines. Il y a des gens qui ont vécu dans ce coin-là et qui gardent de très bons souvenirs pour Ilebo. Il en est de même de ceux qui parlent aujourd'hui. Ils se retrouvent en fait dans des institutions grâce à ces mêmes Bachilele-là. Qu'on n'essaye pas d'opposer ces peuples-là à d'autres pour rien. Nous allons aux élections, que les gens partent calmement, qu'on ne crée pas de divisions là où il n'en faut pas. Donc, les gens qui, à un certain niveau, se disent représentants du peuple, doivent s'abstenir. S'il y a quelque chose, il y a une communauté de ressortissants d'Ilebo où ils peuvent poser leurs problèmes au lieu de faire des déclarations qui n'ont pas leur sens. Ça, personnellement, je m'oppose. Aujourd'hui, on ne peut pas aller vous prendre comme ça, venez faire la politique, mais vous aurez du mal à faire cette politique-là. Si au départ on était politique, on allait juste savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. N'amenez pas de conflits. Le président de la République a déjà beaucoup trop de problèmes. Il ne faudra pas lui créer des problèmes là où c'est calme. Il n'y a rien de tout ça. Des propos recueillis par José Ipachi. Un appel à la cohabitation pacifique dans la province de la Chopo. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Maître Patrice Thomas Akala, natif de Lubunga et membre des communautés Mbole et Lengola, dénonce le laxisme des autorités nationales et provinciales par rapport au drame occasionné par le conflit entre les deux communautés. Des tueries persistantes depuis plus de 6 mois. Pour lui, le rétablissement de la paix dans cette partie de la province passe notamment par la suspension du contrat de cession des terres allouées à la compagnie agro-pastorale du Congo, origine directe de ce conflit persistant. C'est ce qu'il dit au téléphone de Godlive Omondo. C'est une désolation de voir des morts de plus dans notre commune de Lubunga. Les modes opératoires de ces tueries nous laissent désemparés et nous poussent à demander dans l'immédiat l'intervention chef de l'État. Alors dans le sens de suspendre tous les contrats signés en faveur d'une société commerciale qui est à l'origine de ces tueries. Les signataires de ces contrats, c'est l'autorité provinciale, accusée à tort ou à raison d'être la cause de ces tueries. Nous avons eu le ministre de l'Intérieur dans la ville de Kisangani. Nous n'avons pas senti l'intervention musclée du gouvernement central. Voilà aujourd'hui la situation du mal en pis et nous demandons l'implication personnelle chef de l'État pour que cette situation soit décantée, parce que ça aura un impact très négatif dans le processus électoral en cours. Chaque minute qui passe, il y a des morts, les sangs qui coulent. Nous avons proposé même depuis des solutions dans cette lettre verte, l'annulation des contrats de cession des terres, l'organisation dans le meilleur délai d'un dialogue entre les communautés de la Tchop. Nous avons demandé vraiment une implication sociale aussi pour prendre en charge de tous ces déplacés. Administration publique, il y a bien du monde de l'État donc en service. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dote le secrétariat général du ministère des hydrocarbures d'un cadre et des structures organiques pour renforcer le travail et rehausser le niveau du service au sein de cette administration. Après avoir remis ce cadre organique au ministre Didier Boudimbou, le vice-premier ministre appelle les responsables du ministère à ne pas dépasser le plafond des fonctionnaires à recruter conformément à ce qui est prévu dans ce cadre organique. Écoutez Jean-Pierre Liaou, des propos recueillis par Osé Manzanza. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte
qui s'est exprimé depuis un peu moins de 5 ans dans notre pays, à travers le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques est implémenté, élaboré avec un référentiel des emplois. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à ne pas dépasser. Nous avons là des perspectives qui peuvent nous permettre de recruter. Mais ces recrutements, ainsi que vous le savez, selon la volonté du président de la République, se fait de manière qualitative. On ne veut plus que l'administration soit une sorte de déversoir de tous ceux qui ont échoué ailleurs et qui finalement viennent échouer là pour dire bon voilà, je n'ai pas trouvé mieux, je viens ne serait-ce que là pour être pris. Surtout quand il s'agit des administrations techniques comme celle des hydrocarbures. La nationalité est un ingrédient capital clé pour l'apatridie, déclaration faite hier à Kinshasa par la représentante du HCR à Kinshasa. C'était lors de la remise d'un lot de matériel informatique pour accélérer le travail d'impression des certificats de nationalité au ministère de la Justice. Ce matériel a été réceptionné par la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui c'est ce que dit Dikongwe Angèle Atangana. Nous avons remis ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir imprimer de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatridie. Ensuite, du matériel informatique, nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule pour faciliter les déplacements de ces équipes sur le terrain pour les courses du ministère. Le ministère nous a fait part des difficultés qu'ils avaient. Madame la ministre me l'a dit dans la dernière rencontre que j'ai eue avec elle. Il faut savoir que c'est un ministère avec lequel nous collaborons au quotidien. Nous sommes allés, Madame la ministre d'État et moi-même, en Côte d'Ivoire pour apprendre de l'expérience de l'apatridie dans ce pays-là. Dans le cadre de ce travail-là, que nous avons jugé utile d'appuyer le ministère dans le travail qu'il abat au quotidien. De plus en plus, on parle des projets en faveur des jeunes. Le nouveau plan stratégique et opérationnel 2024-2026 du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a été validé. Durant 2 jours, le comité directeur de cet établissement public a réuni les experts des différentes filières. L'objectif est d'enrichir, amender et valider cette nouvelle feuille de route capable de rencontrer les préoccupations des jeunes, leur promotion, accompagnement, financement et autonomisation. Détail Waterkouille. Ce nouveau plan stratégique et opérationnel 2024-2026 du FSPEJ comprend 4 piliers importants déclinés par Victor Nyangui, directeur général adjoint de cet établissement public. Cet outil de planification comprendra 4 piliers répartis comme suit. Organisation et fonctionnement du FSPEJ. Ce pilier comprend 2 axes, fonctionnement et gouvernance du FSPEJ. Réunir un capital humain ainsi que des conditions de travail adéquates. L'axe 2, la stratégie de financement. Objectif, mobilisation des ressources. Pilier 3, promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Axe 4, entrepreneuriat, autonomisation et inclusion financière. Objectif, inculquer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, accompagner et soutenir la création des entreprises des jeunes, sortir les jeunes de l'informel, développer des produits financiers adaptés aux jeunes. Joseph Mukendimboui, directeur général de cet établissement, revient sur les objectifs de cet atelier. L'atelier que voici avait comme objectif enrichir, amender et valider cet instrument qui nous est capital, car il était question de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons planifier les actions afin que nous puissions rencontrer les problèmes que vive la jeunesse congolaise. Une jeunesse préparée est un outil important pour le développement intégral de notre nation. Prenant la parole pour clôturer les assises, le ministre de la Jeunesse a salué le travail abattu par les experts. Dr Yves Bonkolo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a si bien rappelé que les jeunes Congolais ont de l'intelligence pour mettre en place des mécanismes pour les accompagner. Ce plan constitue ainsi la boussole de l'action future du FSPEJ.
Walter Couille, en Ituri, il y a jusqu'aujourd'hui des élèves qui n'étudient pas. Les activités scolaires sont toujours paralysées dans les territoires de Djougou. Plus d'un mois après la rentrée des classes, les enseignants en grève réclament leurs arriérés de salaire de 3 mois et d'autres avantages, selon un notable originaire de ce territoire. Et puis, réhabilitation de quelques voies, des routes, donc, dans la province du Kwilu, la route Muzambala, Katoy, Mbanza, Wamba sera de nouveau praticable. L'Office des routes vient de lancer les travaux pour 70 km dans le territoire de Masimanimba. Cela pour faciliter les échanges commerciaux et assurer la bonne liaison avec la route nationale, la RN1. Explication Jonathan Messa. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme du gouvernement central sur le développement des infrastructures. L'Office des routes va travailler pendant 8 mois pour réhabiliter la route Munzabala, Katoy, Mbanza, Wamba. Question de faciliter le trafic dans cette partie de Masimanimba. Ingénieur Michel Miseka est directeur provincial. Il faut commencer d'abord par dégager la route, par le désherbage. Après, nous allons faire les travaux de terrassement, par purge-bourbier, désensablement, la création de saignées pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Et puis, nous devons recharger la route par des matériaux locaux. Il existe aussi un petit pont qu'on doit réhabiliter, ainsi que la stabilisation au sol ciment de quelques tronçons. L'Office des routes, avec son directeur général, professeur Janoki Kangala, travaille aussi sur les axes Bandundu-Bagata, Bachambagongo, Kakobola, Petit Kasai Boulungu, ainsi que Ingudi Idiofa, Bakatembo. 3 ponts métalliques seront jetés à Boulungu, Masimanimba et dans le territoire des Gungu. Ingénieur Michel Miseka. Ces 3 ponts seront exécutés d'une part en entreprise et d'autre part en régie. Pour les travaux en régie, c'est-à-dire les travaux exécutés par l'Office des routes, nous avons lancé les travaux de renforcement des quilets du pont Kabango à Boulungu. Alors, ces travaux aussi sont en 2 phases. La première phase, c'est le renforcement des quilets. La deuxième phase sera le lancement des éléments métalliques qui sont déjà sur place à Boulungu. Depuis la ville de Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Des inscriptions à l'université pédagogique nationale, inscriptions déjà donc dans cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire pour l'année académique 2023-2024. Il s'agit des domaines ci-après, droit, sciences de la santé, sciences économiques, médecine, vétérinaire, pédagogique et didactique, des disciplines psychologie et sciences de l'éducation, sciences et technologies et sciences sociales, administratives et politiques. L'UPN inscrit aussi en option lettres et sciences humaines, tout cela en système LMD. On parle culture, cinéma. Primé dernièrement au Festival de Cannes, le film Augure sera projeté en salle pour la première fois à Kinshasa ce vendredi 20 octobre au Festival international du film de Kinshasa. Un film de Balogi, Augure, est aligné sur la liste des plusieurs Oscars des festivals internationaux l'année prochaine. Écoutez Emmanuel Loupia, producteur du film, joint au téléphone par King Munga. Le Congo en première position, c'est parce que justement on pense que ce film a été tourné au Congo avec des talents du Congo, des acteurs et actrices congolais, des techniciens congolais, et c'est pour nous un immense honneur que ce film présente la beauté du Congo au monde entier. Et on a trouvé que c'était génial et intéressant qu'on puisse proposer ce film-là à une consommation congolaise avant d'aller attaquer le monde entier. Le film en lice pour une entrée aux Oscars, plus prestigieux prix du cinéma au monde, ça se passe aux États-Unis. Le film va représenter la Belgique parce que vous savez, le film il est belge mais aussi congolais. Mais malheureusement, le Congo ne pouvait pas porter une candidature aux Oscars. Nous ne sommes pas suffisamment structurés pour le faire. Et du coup, le film, il représente la Belgique, mais c'est tout à l'honneur du Congo, puisque ça reste un film congolais qui porte des talents du Congo. Et le film, il continue à faire son parcours dans le festival, et on vient de gagner un autre prix. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
Notez pour l'essentiel de l'actualité à Goma, une nouvelle manifestation a été dispersée par la police ce jeudi. Des militants, des mouvements citoyens et autres groupes de pression exigent le départ des troupes de la force régionale de l'EAC. D'après leurs documents, ils accordent une semaine à la force régionale afin de changer sa manière de travailler sur le terrain ou de quitter le sol congolais. Top Congo FM. Martin Fayoulou, en tournée dans la province du Congo central, l'opposant candidat à la présidentielle de décembre prochain, a rendu hommage à Nemwanda Semi et plusieurs candidats présidents de la République, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et même le parti UDPS Tshisekedi saluent tous la mémoire du chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. Top Congo FM. C'est la fin de ce journal qui porte les signatures de King Muunga, Dieu merci Lusaku Munu, Myriam Bokechu, Osé Manzanza et Trésor Kiyombo. Journal mis en onde par Chris Bivoula et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Théo Lusakweno, Dani Zayobi, Didi Binsika, Patrick Mungongo. Vivez en paix toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.